si on mange trop et qu'on dort peu, on va dérégler notre rythme circadien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre microbiote intestinal, lui aussi, il a un rythme. Dans la journée, il va en consolider ses fondations, son fonctionnement, il va équilibrer un petit peu tout le système, tout l'arsenal de défense. Et puis, la nuit, on va réparer nos cellules, notamment nos cellules intestinales. AVS avec Philippe Robichon. Et nous sommes repartis pour une nouvelle semaine santé. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec un petit nouveau. Aujourd'hui, c'est le docteur William Bérébi. Bienvenue, docteur. Bonjour, merci. Gastro-entérologue et hépatologue. Vous êtes l'auteur du podcast qui s'appelle Merci Docteur, le premier comprimé qui s'écoute. Et alors, disponible sur toutes les plateformes, quasiment aujourd'hui. Oui, toutes les plateformes de streaming, sur ma chaîne YouTube également. Voilà, et vous avez justement créé une chaîne YouTube qui est consacrée aux pathologies digestives. Et si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous êtes le porte-parole de la bonne parole microbiotique. Et à J-3, avant les agapes, comme on dit, les réveillons, on va écouter vos conseils ce matin. Vous êtes au chômage en ce moment, les gastro-entérologues là on dit que la gastro a disparu. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? La gastro a disparu ? Oh non, c'est l'inverse. La gastro, on m'a dit cette année, la gastro-entérite. Alors cette année, il y en a très peu. Walou. Parce que ça se transmet notamment par voie respiratoire, pas que par voie digestive. Et comme on porte des masques, eh bien, il y a moins de gastro-entérite virale, il y a moins de grippe, comme vous savez. Donc toutes les pathologies transmises par voie respiratoire sont en chute libre. Les infections bronchopulmonaires aussi, les bronchites virales. Ouais. Donc, et les gastro-entérites en font partie. Parce qu'on arrive dans les semaines très gastro d'habitude. Tout à fait. C'est la période. Tout à fait. Décembre, janvier, c'est saisonnier. Il y a beaucoup de rotavirus notamment qui circulent. Alors, un rotavirus pour tout le monde, c'est quoi ? Alors c'est le virus le plus fréquent des diarrhées infectieuses virales chez l'enfant. Et ça donne les tableaux classiques de gastro-entérite, donc diarrhée, douleur abdominale, parfois vomissement, qui vont durer 2-3 jours en moyenne. Mmh. Donc là, leur fréquence aurait diminué, je disais, de moitié, d'après ce qu'on nous disait, mais vous, qu'est-ce que vous constatez sur le terrain ? Oui, 40% environ. 40% environ. Ceci étant, c'est surtout les médecins généralistes qui les voient, les gastro-entérites en général. Nous, les gastro-entérologues, on voit des choses, des diarrhées qui durent en fait. Donc on les voit plutôt après, lorsque la symptomatologie persiste. Certains symptômes, on parlait de la diarrhée, mais les nausées, les vomissements du coronavirus sont très proches de ceux de la gastro-entérite. Comment est-ce qu'on peut faire la différence finalement ? Alors, on ne peut pas vraiment, parce qu'au début, il peut y avoir des symptômes digestifs isolés, donc notamment la diarrhée. Il faut se rappeler que le coronavirus, il est aussi dans les selles. On le retrouve facilement dans les selles par ARN, PCR. C'est-à-dire ? C'est-à-dire la détection, en fait, c'est la même détection que ce que vous avez au niveau nasal. La PCR nasale, on fait exactement la même dans les selles. Et dans les selles, quand quelqu'un est infecté, on va le retrouver quasiment dans 100% des cas. Si on faisait des examens de selles, en fait, à tout le monde, à toutes les personnes infectées, on retrouverait également le coronavirus dans les selles. Est-ce que ça veut dire que c'est le microbiote dans ces cas-là est atteint ? Oui, le microbiote est déséquilibré. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi un effet d'érosion de la muqueuse directe, un effet toxique direct, mais il y a une dysbiose au cours de toutes les infections. On observe une dysbiose, notamment au niveau coronavirus. Mais pour répondre à votre question, donc, au début, on ne peut pas se rendre compte, puisque la diarrhée survient, et puis il n'y a pas tout de suite de la fièvre ou les symptômes respiratoires, c'est ça la subtilité. Donc elle est en premier en fait, c'est le premier symptôme. Exactement, elle peut être en premier et isolée, c'est ça la particularité. Donc il ne faut pas que le médecin généraliste se fasse piéger, le médecin tout court, puisque ça peut être ça dès le début. Et après apparaissent les signes respiratoires et la fièvre. Vous voyez ? Donc il faut être vigilant en ce moment, parce que une diarrhée, du coup il y a un autre diagnostic très important à évoquer d'emblée. Mais il ne peut pas y avoir que des symptômes isolés de diarrhée en cas d'atteinte du corona. Ça monte forcément après par les symptômes respiratoires. C'est ça. Il y a pas à ce jour, il n'y a pas de tableau digestif isolé pur qui dure et qui reste comme ça. Il y a toujours des symptômes autres qui apparaissent ensuite. D'accord. Et la différence entre une gastro et une intoxication alimentaire, parce que là, ce qu'on va voir arriver dans les jours qui viennent, c'est peut-être des intoxications alimentaires. Quelle est la différence ? Alors la différence, c'est que la gastro-entérite, ça survient sporadiquement, on va dire, ça peut être par groupe et ça peut être répandu, mais il n'y a pas de notion collective.
dans la toxi-infection alimentaire, ça va être un groupe de personnes qui mangent au même moment un aliment contaminé. Et donc, vous allez avoir une unité de temps et de lieu, c'est-à-dire beaucoup de gens qui ont mangé au même endroit vont être malades en même temps. D'accord ? La particularité, c'est que l'incubation est très courte dans les toxi-infections alimentaires parce que ce n'est pas les mêmes agents infectieux. Et donc, dans la gastroentérite, on a une incubation X, mais dans la toxi-infection alimentaire, c'est très court. C'est 6 heures en moyenne après le repas contaminé. Ça veut dire qu'on est malade dans les 6 heures, c'est ça, après? C'est ça. Donc, pas au-delà? Non. Bon, si, ça peut être 12 heures maximum, mais c'est très rapide. Donc, le repas, on le retrouve la veille, ou la veille au soir, ou le midi quand c'est pour le soir. Donc, c'est très court dans le temps. Et là, il y a un groupe de personnes, voilà, les gens ont mangé à la cantine. L'exemple typique, c'est ça. Ils ont mangé à la cantine, il y en avait 50, et puis tout le monde est malade. Voilà la différence. La durée d'incubation et le fait qu'il y ait un groupe massif ensemble. Dans tous les aliments qu'on retrouve sur les tables de fêtes de fin d'année, quels sont les aliments desquels il faut le plus se méfier ? Qui sont plus sujets à justement provoquer une intoxication alimentaire ? Alors, classiquement, c'est les huîtres. Donc là, les huîtres à part, parce que ça peut donner des hépatites virales A, comme vous savez peut-être, puisque l'huître concentre le virus. Donc si elle rencontre un virus, elle va le concentrer. Sinon, le plus à risque, c'est les œufs, avec les salmonelloses. Et puis, évidemment, les produits laitiers. Il peut y avoir des cas de listériose avec les produits laitiers. Mais pas plus que ça, donc. Non, pas plus que les ça. œufs, c'est la mayonnaise. Voilà, c'est ça. Et c'est souvent un défaut de conservation ou de traitement du produit qui explique ça. Alors vous disiez tout à l'heure que la majorité des gastros sont virales, donc c'est un virus. Comment on les soigne, les gastros, et au bout de combien de temps ça doit disparaître ? C'est une excellente question. En fait, on les soigne symptomatiquement, parce que la gastroentérite, par définition, elle va s'estomper toute seule, elle va disparaître en 3 jours, 2-3 jours, d'accord ? Donc, on va avoir un patient qui va avoir des douleurs ou de la diarrhée, parfois des vomissements, et on va traiter symptomatiquement ces symptômes. Mais le virus lui-même, puisque c'est ça votre question, on ne le traite pas. Il n'y a pas de traitement antiviral. Vous savez comme moi, avec on en parle beaucoup avec le corona. Voilà, les virus, c'est compliqué à traiter. Et donc, pareil pour la gastroentérite. Donc, ça va s'estomper spontanément et en 3-4 jours, ça va guérir. Donc, on passe le cap urgent des symptômes, notamment de la diarrhée, et puis on sait que ça va se régler. Mais si ça dure, au-delà de 3-4 jours, c'est plus une gastroentérite virale. C'est ça qu'il faut bien avoir à l'esprit. Et en consultation, je vois régulièrement des patients qui ont une diarrhée depuis X semaines, je dis bien, et qui pensent ou qui, voilà, il a été dit que c'était une gastroentérite récidivante. Mais bon, ça n'existe pas vraiment, la gastroentérite récidivante, et en fait, souvent, c'est une autre pathologie. À partir de quel moment on doit s'inquiéter pour une diarrhée qui dure ? C'est-à-dire, c'est quoi ? Vous dites plusieurs semaines, mais à quel moment il faut avoir peut-être la sonnette d'alarme ? Alors moi, ce que je dis, c'est qu'au-delà d'une semaine, d'une diarrhée, c'est plus une gastroentérite virale, et de loin, en prenant de la marge, puisque c'est 3 jours en moyenne. Donc une semaine, plus d'une semaine de diarrhée, on doit commencer à s'inquiéter. Ça, c'est la première, donc le paramètre temps. Et le deuxième, c'est la survenue d'autres symptômes. C'est-à-dire, si vous avez de la fièvre, dans une gastroentérite virale, il y a une petite fièvre, mais souvent pas très élevée. S'il y a du sang dans les selles, s'il y a des glaires, ces espèces de crachats, comme des choses blanchâtres, ça, c'est pas normal. Et ça veut dire que c'est pas viral. Et dans ce cas-là, c'est plutôt une diarrhée liée à une bactérie. Et là, pour le coup, il y a des antibiotiques. Donc, il faut être bien vigilant. Si ça dure, s'il y a des symptômes associés, il faut faire les examens de sel. Et là, on va trouver une bactérie, souvent, et là, on aura des antibiotiques. Par contre, l'examen de sel pour la recherche de virus n'a aucun intérêt pratique. On verra les examens, parce que vous êtes très critique sur certains examens qu'on pratique et qui servent absolument à rien. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas avoir de symptômes, donc ils ont tendance à s'automédiquer assez rapidement, et c'est vrai pour la diarrhée. Donc dès qu'il y a une diarrhée, les gens prennent des coupes diarrhée. Ouais. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, par rapport à ça ? Alors, globalement, les produits ralentisseurs brutaux du transit, je les déconseille. Sauf si on n'a pas le choix. Il est bien évident que si on a une gastroentérite et qu'on va à la selle
10 fois et qu'on doit aller travailler, bon, il y a un moment où les gens en prennent et c'est un peu naturel. Mais globalement, il faut éviter. Pourquoi ? La première raison, c'est que on va bloquer, si on fait ça, l'élimination du virus. Donc, imaginons que vous ayez une gastroentérite virale. Si vous prenez ça, le virus, il va rester dans le tube digestif. Alors que votre diarrhée, c'est un phénomène naturel. L'organisme est bien fait. Vous allez éliminer le virus en partie. Donc, vous le bloquez, vous le gardez plus longtemps. C'est une raison évidente. La deuxième raison, c'est que si c'est une diarrhée bactérienne, dont je vous parlais à l'instant, ça peut aggraver la diarrhée bactérienne et entraîner des complications, pour le coup, assez graves. Et la troisième raison, c'est que parfois, ce type de diarrhée, ça peut être l'entrée dans une maladie inflammatoire, type maladie de Crohn, dont vous avez sans doute entendu parler. Et là, à ce moment-là, eh bien, de bloquer, ça peut être embêtant. Donc, on essaye de les éviter si on peut vraiment pas, on en prend. Et on utilise plutôt des adsorbants ou des antisécrétoires qui vont donc, eux, bloquer absorber les sécrétions, comme leur nom l'indique, et réduire la diarrhée, mais sans bloquer véritablement le côlon. Qu'est-ce que vous appelez les antisécrétoires ? Alors, c'est la diosmectite, par exemple. C'est des médicaments, on peut donner des noms commerciaux, type Turfan ou Turfanor, par exemple. Ça, c'est très bien. Il y a le Diastyle aussi. Donc ça, c'est des produits qui ne vont pas bloquer, qui vont traiter, mais qui ne vont pas bloquer. Donc, et les plantes, vous avez un peu de recul sur les plantes, parce que j'ai vu que vous ne les conseillez pas toujours, les plantes. Alors, mais là, souvent, pour l'inverse, pour la constipation. Exact. Ouais. Alors, les plantes, en fait, si vous voulez, moi, ma manière d'approcher la médecine, c'est l'approche holistique, on va dire, donc dans la globalité. Quand il y a des plantes qui se sont révélées efficaces, vous savez que dans les plantes, il y en a des centaines et qu'il y a des allégations qui sont plus ou moins vérifiées. Quand c'est vérifié, et à chaque fois que c'est vérifié, je les utilise. Je vous donne plusieurs exemples. Le psyllium, par exemple, dans la constipation. La menthe poivrée, contre les ballonnements, ça marche très bien. Le curcuma aussi, ça marche bien. Et ça a un effet même dans les maladies inflammatoires, dans la rectocoïte hémorragique. Donc à chaque fois qu'il y a une plante existante qui est validée, où il y a eu des travaux, si vous voulez, de vraies études, je les utilise. Donc je ne suis pas du tout fermé à ça. Mais par contre, les utiliser sans preuve, ça ne correspond pas à ma pratique. Bien, donc la gastro, c'est très contagieux. Donc maintenant qu'on se lave bien les mains et qu'on est toujours au gel, donc finalement, il devrait y en avoir moins pendant cette période de fin d'année. On le voit, toutes les infections, notamment virales, sont en chute libre, liées à l'apport du masque et à la désinfection des mains par les solutions hydroalcooliques. On va voir si le fait que les gens se retrouvent pour les fêtes de fin d'année, ça fait augmenter le spectre. Ça, faut s'attendre à un rebond après les fêtes. Ça me paraît malheureusement inévitable. Ça, il faut tous se préparer à ça. Oui, il faut se préparer, déjà faire attention, puisque c'est 6 maximum. Bien penser à se désinfecter les mains et puis bien penser à garder une distance d'1,50 m, 2 mètres. Et si on a des personnes à risque avec soi, ça c'est mon petit conseil, des personnes âgées qui ont des pathologies, de la comorbidité, c'est vraiment porter le masque en leur présence. Ça me paraît être une mesure pour elles de protection importante. Et penser aux poignées des portes. Oui, aussi. Idéalement, on fait tout ça. Il faut aérer sa salle de bain, il faut respecter un quart d'heure dans la circulation dans la salle de bain après que quelqu'un ait pris sa douche, etc., etc. Alors pour tous ceux qui sont adeptes de la détox, ça n'existe pas d'un point de vue médical. C'est ça. Donc le terme détox n'existe pas. Le terme détoxification est un terme qui existe, lui, en physiologie humaine, c'est-à-dire que c'est le principe de nettoyer en quelque sorte l'organisme par le foie. C'est-à-dire que je prends un exemple concret. L'alcool, par exemple, il est bu, il va aller dans le foie. Le foie va faire un certain travail pour éviter que l'alcool ne circule en trop grande quantité dans tout l'organisme. Donc ça, c'est un exemple de détoxification et non pas de détox. Détoxification, c'est aussi les médicaments. Quand on prend un médicament, il va y avoir qu'une petite partie qui va aller dans l'organe cible. On appelle le first pass effect. C'est-à-dire que le foie va filtrer, va travailler le médicament. Donc tout ça est étudié en laboratoire avant, évidemment. On sait parfaitement ce qui va
finalement être utilisé. Et donc le foie va servir d'usine de détoxification. À partir de là, il a été développé sur le plan marketing la notion de détox qui correspond absolument à rien, puisqu'il n'y a pas de médicament détox, ça n'existe pas, il n'y a pas de plan de détox, ça n'existe pas. Et donc voilà, c'est un univers marketing. Il n'y a pas de régime détox ni avant ni après les fêtes. Non, détox au sens où les gens l'entendent, c'est-à-dire voilà, je vais pouvoir consommer plus d'alcool, je vais soigner mon foie pour qu'il soit au top, performant et que je puisse faire entre guillemets n'importe quoi, ça n'existe pas. Et c'est même, je trouve, dangereux parce que on donne ainsi l'impression que voilà, en faisant ça, on est bien, on est armé, et qu'on peut faire plus d'écart, et c'est totalement faux. Oui. Comme la crise de foie n'existe pas, par exemple. La crise de foie n'existe pas, en effet. Ce qui est décrit comme crise de foie, c'est un problème d'estomac, donc c'est gastrique, c'est-à-dire que l'estomac, il est plein, il a trop, il est en surplus, et donc à ce moment-là, on va ressentir cette lourdeur, ces nausées, etc. Et ça n'a rien à voir donc avec le foie. Bon, alors vous êtes un spécialiste du microbiote intestinal. Qu'est-ce qui se passe quand le microbiote est confronté à un repas de fête? Alors, le repas de fête, va y avoir deux incidents. C'est le sommeil, en général, qui est diminué. Et puis, deuxième paramètre, c'est la nourriture, qui est profondément différente de ce qu'on va consommer tous les jours. Donc, ça va entraîner un déséquilibre du microbiote, puisqu'en fait, notre microbiote, si vous voulez, il a un rythme circadien. Le rythme circadien, c'est quoi? C'est un rythme biologique qui fait qu'on est calé sur certains critères. Exemple, nous les humains, on est calé, notre rythme circadien, on appelle ça, ce qui est lié au rythme circadien, c'est la chronobiologie, eh bien, on est lié jour-nuit. Donc le jour, on va se lever, on va travailler, la nuit, on va dormir. Est-ce que c'est la même chose que notre horloge interne ou c'est différent? Oui, c'est l'horloge interne. Le rythme circadien, exactement, ce sont des synonymes. Rythme circadien égale horloge interne. D'accord. Elle se trouve où, cette horloge, dans notre organisme? Alors, elle se trouve dans une partie du cerveau qui est le cortex cérébral, mais au niveau frontal. Et là, vous allez avoir une espèce de régulateur de ce rythme-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer, pour ceux qui réveillonnent, le 24. On va commencer à manger le 24. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là au niveau de notre organisme? Alors, si on mange trop et qu'on dort peu, on va dérégler notre rythme circadien. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre microbiote intestinal, lui aussi, il a un rythme. Comme nous, voilà, quand on se lève. Dans la journée, il va en quelque sorte consolider ses fondations, son fonctionnement, il va équilibrer un petit peu tout le système, tout l'arsenal de défense qui va nous servir à nous défendre contre les agents infectieux notamment. Et puis la nuit, alors là il se passe quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est qu'on va réparer nos cellules, notamment nos cellules intestinales, donc toutes celles qui auraient été abîmées ou détruites, elles vont être réparées ou remplacées pendant la nuit. Et qu'est-ce qu'il produit comme hormone la nuit? Ou comme bactérie? Alors la nuit, il y a souvent de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil, comme vous savez. Et puis on produit aussi des acides gras chaîne courte, le fameux butyrate notamment. Très à la mode, le butyrate. Alors qu'est-ce que c'est que le butyrate? Alors le butyrate, c'est donc un métabolite, c'est-à-dire c'est un produit c'est quelque chose qui est synthétisé, fabriqué donc par le microbiote intestinal. En fait, vous avez, si on prend la chaîne, on a les prébiotiques, c'est-à-dire la nourriture du microbiote, c'est-à-dire qui est contenu dans les fibres. On a les probiotiques qui sont les bactéries qu'on a dans notre intestin, et on a les postbiotiques. Et les postbiotiques, c'est notamment, donc c'est ce que fabriquent les bactéries. Donc notamment ce fameux butyrate, qui est un acide gras à chaîne courte et qui a plein de vertus, notamment anticancéreuses, et puis également de protecteur au niveau de l'intestin. Il protège notre intestin. Et il a une fonction, alors là c'est assez nouveau, il a une fonction cérébrale extrêmement importante. C'est-à-dire? Alors c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que dans la maladie d'Alzheimer, par exemple, les patients avaient un taux de butyrate bas. Et que si on supplémentait les patients en butyrate, puisqu'on peut le faire aujourd'hui, ça existe, hein, le produit butyrate, on peut le consommer, eh bien, on améliorait les patients Alzheimer, mais aussi, on l'a observé chez les patients qui ont la maladie de Parkinson, et on l'a observé dans une autre maladie qui s'appelle la maladie de Huntington, qui est une maladie plus rare. Donc, ce butyrate-là, si vous voulez, il joue un rôle très important. Et alors,
là où c'est passionnant encore plus, c'est que on s'est aperçu que les dépôts amyloïdes, vous savez, dans la maladie d'Alzheimer, il y a une substance caractéristique qu'on retrouve dans le cerveau. Eh bien, il y avait une concordance entre l'importance des plaques amyloïdes et le taux de butyrate. Comment est-ce qu'on mesure son taux de butyrate ? Dans le sang. Dans le sang. Donc c'est une prise de sang qu'on fait ? Alors on le fait pas en pratique courante, mais on peut le doser dans le sang et on peut le doser dans les selles. Bien. Alors qu'est-ce qu'on fait quel jour avant là ? Lundi, mardi, mercredi jusqu'à jeudi ? Qu'est-ce que vous conseillez de faire ? Est-ce qu'il faut se préparer à ce fameux repas de réveillon ou ça n'a pas de sens ? Alors moi je pense que oui, il faut se préparer, sauf si on a l'intention de rien faire. Mais si on veut le faire et qu'on a l'intention de manger et puis de dormir peu et de boire de l'alcool, il faut se préparer. Alors comment se préparer ? D'abord bien dormir les 2 nuits précédentes, donc là on est le 21 décembre, donc il vous reste 22, 23 pour se préparer. Donc on dort bien, c'est-à-dire on dort au moins 8 heures. On évite, deuxième facteur, de boire de l'alcool, parce qu'on va en boire, donc autant épargner un petit peu notre consommation. Et puis, troisièmement, faire de l'exercice, c'est-à-dire que si vous faites de l'exercice physique, bon, d'abord, vous allez perdre quelques centaines de calories, ce qui est plutôt pas mal. Et puis, ça va, là aussi, stimuler votre microbiote, puisque vous allez avoir, on sait que l'exercice physique entraîne la fabrication d'acides gras à une courte, donc le fameux butyrate dont on vient de parler. Alors, il y a deux cas de figure, finalement. Il y a ceux qui vont boire de l'alcool, et puis il y a ceux qui ne vont pas boire d'alcool. Et ça change beaucoup les choses ? Alors, les deux choses, c'est l'alcool et le gras. Parce que le gras, notre microbiote, il n'aime pas la graisse. Donc, quand vous mangez gras, prenons un exemple. Si vous mangez, on sait très bien que le rythme circadien dont on parlait tout à l'heure, il est complètement déséquilibré. Si vous mangez tard, donc vous allez manger à minuit, 2h du matin après une soirée et que vous allez boire de l'alcool. Là, vous allez dérégler votre rythme et donc votre microbiote. Et donc, pendant la nuit, au lieu de réparer, il ne pourra pas réparer. A priori, cette année, on est moins sujet à ça. Oui. On va manger plus tôt, on ne va pas sortir. Non, mais on peut dormir tard quand même, même en petit comité. Donc, on va dérégler ça. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de préserver notre microbiote au mieux pour, au moment des fêtes, être en forme. Et donc, je préconise aussi, du coup, de faire une cure de probiotiques. Puisque, sauf si on fait rien, mais si on fait, on va dérégler notre microbiote. Donc, l'idée, c'est de faire une cure de probiotiques qui va s'étaler sur le mois, donc en gros, vers le 20, 22, 23. Non, mais la J-4, est-ce que ça a un sens de prendre des probiotiques ou pas ? Oui, ça a un sens, puisque on est un peu avant, et qu'on va le continuer, on va faire une cure de 30 jours, on va pas prendre juste ça 2-3 jours. L'idée, c'est de se dire, notre microbiote, on va le déséquilibrer, donc on commence un peu avant, et on fait une cure d'1 mois, de manière à passer ce cap, entre guillemets, le plus confortablement possible. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous dites que finalement, ces probiotiques, on peut les faire soi-même. Absolument. Donc, les probiotiques, on peut les faire soi-même. Par exemple, je prends un exemple avec les grains de kéfir. Les grains de kéfir, vous les mettez dans une boisson gazeuse, et donc vous pouvez ainsi... après, il faut les garder en fermentation un certain nombre de jours. Et vous avez ainsi votre boisson. On fait le kéfir au citron, par exemple, donc qui est plus facile à absorber que le kéfir au lait, qui est un peu plus lourd. Vous avez également tout ce qui est lactofermenté. Vous pouvez mettre n'importe quel légume, des oignons, des carottes, en lactofermentation, et puis vous allez fabriquer ainsi vos propres probiotiques. Ça, c'est si on s'y est pris avant un peu quand même, parce que ça prend un peu de temps. Plusieurs semaines. Voilà, donc, mais on peut prendre des probiotiques qu'on a fait soi-même. Exact. Pas obligé d'aller les acheter en pharmacie. Si on va en pharmacie, puisque tous les probiotiques ne se valent pas et ne sont pas bons pour les mêmes choses, exact. Donc les probiotiques qu'on va prendre aujourd'hui avant les fêtes, quels sont-ils ? Alors, on va prendre plutôt des probiotiques qui ont une action sur notre tube digestif, puisque c'est lui qui va souffrir le plus en réalité. Donc, on peut prendre du Bifidobacter melactis, par exemple, du Lactobacillus plantarum, c'est 2 exemples de souches que vous pouvez consommer pour préserver votre tube digestif. Donc ça, et donc la cure, elle dure 30 jours. Voilà, si on commence demain, donc le 22, du 22 au 22, voilà, par exemple. Très à la mode, le jeûne ou le jeûne intermittent. Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que ça présente de l'intérêt de jeûner avant de faire plusieurs repas plutôt plantureux ? Alors c'est une très bonne question, parce qu'il y a quelques années, quand c'est apparu, toujours, vous savez, c'est nos amis américains qui nous importent les
La détox, ça, c'est purement des États-Unis, par exemple. La détox, il y a le jeûne séquentiel, etc. Alors, le jeûne séquentiel, quand il est arrivé, à vrai dire, on s'est dit, bon, qu'est-ce que c'est que nous médecins, j'entends, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle mode, etc. Même si André Gernez avait travaillé sur la question au début des années 70. Oui, tout à fait. Mais bon, après, on se base sur les publications récentes. Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille en tout cas, et voir s'il y a un effet sur la santé. Et donc, mais il y a quelque temps, on a observé qu'effectivement, le jeûne séquentiel a été, d'ailleurs, chez des patients qui faisaient le ramadan, notamment, ou bien dans le cadre d'études spécifiques, eh bien, on s'est aperçu, là encore, puisque le microbiote, c'est le patron du corps humain, n'oublions pas que c'est lui qui dirige tout notre corps et qui va déterminer si on va être en bonne santé ou pas, en gros. Évidemment, il y a des facteurs extérieurs, l'alcool, le tabac, etc. Eh bien, quand on fait un jeûne séquentiel, donc de moins 12 heures, donc 12 à 16 heures, eh bien, ça veut dire en gros, voilà, à 20 heures, vraiment, on arrête complètement de manger, on peut que boire jusqu'au lendemain matin, 8 heures. Donc, c'est pas très difficile en réalité. Et de temps en temps, faire un 16 heures, donc en gros, ça veut dire 20 heures, et puis on va remanger le lendemain à midi. Oui, donc c'est jouable, franchement. Et moi, je le fais moi-même d'ailleurs, de temps en temps. Et in fine, ça veut dire que la nuit, on va fabriquer ce fameux butyrate, cet acide gras à chaîne courte. Et donc ça a été, tout ce que je vous dis là, c'est des choses qui ont été observées, validées et constatées scientifiquement. D'accord. Et le faire avant le réveillon, par exemple, on se jette pas sur la nourriture après ? Alors non, normalement non. Au contraire, il y a des mécanismes un petit peu de régulation de la satiété qui vont faire qu'on n'a pas spécialement faim après. Puisqu'on a mis l'estomac au repos et il a pris en quelque sorte le pli de ça. Et donc, on le fait, ça va améliorer notre microbiote, on va fabriquer du butyrate, et donc on va arriver ainsi avec un tube digestif qui sera parfaitement en forme. Donc, on pourrait le faire la veille ou à quel moment le conseillez-vous ? Moi, je le conseille J-2 ou J-1, selon ce que vous pouvez faire. Ouais. Mais au moins d'en faire un de minimum 12 heures. Si vous pouvez 16 heures, à condition de ne pas avoir de pathologie organique, ça, c'est important. Si vous êtes diabétique ou coronarien, évidemment, vous n'allez pas faire de jeûne. Mais si vous êtes en bonne santé, un jeûne de 12 heures ou 16 heures, à J-2, donc demain ou le 23 décembre, avant le réveillon, ça me paraît extrêmement intéressant. Après, pendant le repas, est-ce que l'ordre des aliments est important ou pas du tout pour le microbiote, je veux dire, est-ce qu'il fait la différence de l'ordre dans lequel on lui présente les aliments ou pas ? Pas du tout. L'ordre des aliments n'a aucune importance. L'ordre des alcools non plus. Il y avait rouge sur blanc, tout fout le camp. Blanc sur rouge, rien ne bouge. Voilà. Qui était une vieille règle. Vieille notion, mais qui repose sur rien en fait. Il n'y a pas du tout de chronologie dans l'alcool ni dans les aliments. Ni non plus d'ailleurs de dire je vais boire de l'alcool pendant que je mange et donc l'alcool il va être absorbé. Ça repose sur l'alcool, il fera son circuit, il rentrera et vous aurez la même alcoolémie que vous mangiez ou pas. Donc ça c'est faux. Donc vous pouvez manger dans l'ordre que vous voulez. Ça par contre il n'y a pas de recommandation particulière. Le corps aime bien les mélanges ? Alors pas trop, puisque il va métaboliser dans un certain ordre, par contre, les glucides, les lipides et les protides. C'est-à-dire, donc il commence par les glucides ? Il commence par les glucides, après les lipides et après les protides. D'accord. Donc si vous apportez de tout et en même temps, il va y avoir un petit peu une désorganisation, on va dire. Et quand vous buvez, alors prenons l'exemple de l'alcool, si on boit de l'alcool, l'organisme va être occupé à le métaboliser. Donc pendant ce temps-là, les graisses, il ne pourra pas s'en occuper tellement. Il traite en priorité l'alcool ? Oui, l'alcool c'est le plus toxique. Donc l'organisme, notamment le foie, va travailler et traiter l'alcool en premier. Et ensuite ? Et les graisses, donc glucides et lipides. Et les graisses vont être stockées du coup. C'est pour ça que quand vous faites un repas riche en alcool, c'est pas tellement les calories de l'alcool. Alors, elles vont peser bien évidemment, mais un verre c'est 10 grammes de lipides, c'est donc 10 grammes d'alcool, je veux dire. Donc c'est pas tellement ça, c'est le fait que vous allez stocker vos graisses pendant ce temps-là. Donc du coup, vous allez prendre des fois, on l'a tous observé, on fait un gros repas, le lendemain on a pris 1 kg ou 1,5 kg, on se dit mais pourtant on n'a pas mangé autant. Et le lendemain alors, si on est un peu nauséeux, qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, plusieurs possibilités. Vous pouvez
Une principalement, celle que je recommande, c'est une mesure simple. Donc là, j'utilise un produit naturel, si je puis dire, le citron. Le citron ou le gingembre. Alors, les deux sont souvent liés, c'est-à-dire quand vous avez les nausées ou quand vous avez des troubles de la vidange gastrique, les deux vont souvent ensemble. Donc, l'acide citrique contenu dans le citron va évacuer, va booster l'estomac et le permettre de s'évacuer, de se vider dans les meilleures conditions. D'accord, vous le prenez à quel moment alors, le citron, et sous quelle forme? Alors, moi je recommande un demi-citron dans un demi-verre d'eau. Alors, vous pouvez le faire avant, en préventif. C'est-à-dire avant le repas. Avant du le soir, repas. Voilà, Voilà, d'accord. Voilà. Je sais que je vais bien manger, que je vais manger du saumon, du foie gras, que je vais boire un peu d'alcool, et de la bûche peut-être. Qu'est-ce que je fais? Je prends un demi-citron dans un demi-verre d'eau. Là, vous allez avoir une espèce de boost de votre estomac qui va s'évacuer et qui va travailler et compenser cette difficulté. Parce que quand on apporte des graisses, notamment des graisses cuites, il faut savoir que les graisses cuites, c'est ce qu'il y a de plus difficile à vidanger pour l'estomac. Donc, il y en a au moment des fêtes, évidemment. Donc là, on lui fait un boost. Sinon, quand on a cette sensation, vous savez, de lourdeur, de pesanteur, d'inconfort, là, on fait pareil, on le prend à ce moment-là. Donc le lendemain matin, à jeun? Le lendemain... Non, on le prend au moment où ça se passe. C'est-à-dire que si ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Peut-être que ça se passera bien, et surtout si vous avez appliqué les conseils qu'on a donnés. Mais si vous avez ce sentiment-là, cette sensation-là, vous prenez à ce moment-là, à n'importe quel moment, ce demi-citron. Et pour les nausées, donc là, on peut utiliser quelque chose qui marche très bien, qui est le gingembre. Le gingembre, vous voyez encore une plante, le gingembre qui marche très bien, et qu'on peut utiliser aussi chez la femme enceinte, et qui marche très bien. Ça peut être en... Alors, râpé, comment vous l'utilisez? Alors, en goutte ou en gélule. Maintenant, il y a des gélules de gingembre qui existent. Donc, dans le commerce, on va la trouver sous forme de gouttes et sous forme de capsules. Donc, c'est quand même hyper pratique. Et sinon, sous forme de gouttes. Vous conseillez des eaux particulières pendant les fêtes? Vous savez, les eaux avec bulles, sans bulles? Alors, sans bulles. Célestin, pas Célestin? Alors, moi, c'est sans bulles, puisque les bulles, si vous voulez, parfois les patients nous disent « oui, ça m'améliore, je me sens mieux, etc. » Mais en fait, vous faites rentrer de l'air dans votre tube digestif. Donc l'air, vous allez avoir plus tendance à être ballonné, bien évidemment. Et puis, et donc, en fait, c'est pas judicieux de prendre des bulles. Donc, de l'eau en plate, mangeant, vous voulez dire? Ni en mangeant, ni pendant. Ni après, ouais. Les bulles, vous faites rentrer de l'air, c'est tout bête, c'est une évidence. Non, mais ça, il y a des eaux avec des bulles, aux vertus, oui, non, vous savez, qui vous aident à digérer. Non, dans les recommandations qu'on donne aux patients qui ont des ballonnements, par exemple, on recommande de l'eau plate. Eau plate. Voilà. Et le citron. C'est ça, besoin. Un demi-citron dans un demi-verre d'eau. C'est ça qu'on retient. Vous revoyez l'émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Vous réécoutez le podcast sur beurrefm.net pour bien préparer vos fêtes. Merci, Docteur Beribi. Bonne fin d'année. Merci à vous. Et puis, on regarde et on écoute votre podcast qui s'appelle Merci, Docteur. Et on regarde votre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous et très belle journée santé sur Beurre FM.